Bonjour, donc suite à la demande d'Elwin et à mon avis ça peut être utile à d'autres, je vais vous faire un oral comme le jour du bac à partir du texte de Le Pou. Donc vous imaginez, voilà, je suis candidate et voilà ce que je peux proposer pour Le Pou. Donc déjà bonjour, je vais donc vous présenter un texte qui s'intitule Le Pou, qui est tiré des Chants de Maldoror, publié en 1869. L'auteur, c'est Lautréamont, de son vrai nom Isidore Lucien Ducasse. C'est un poète de la deuxième moitié du XIXe siècle qui a été un poète très incompris. Les Chants de Maldoror n'ont pas eu de succès en fait au début, lors de leur publication. Il a fallu attendre la mort de Lautréamont, qui est intervenu très jeune, pour que les Chants de Maldoror connaissent véritablement le succès. Alors c'est un recueil qui est très polémique, provocateur, comme l'était d'ailleurs Lautréamont, et cette provocation, on peut la voir d'emblée dès le titre. Les chants, ça renvoie au registre lyrique, sauf que les Chants de Maldoror n'ont rien du tout de lyrique, n'expriment pas des sentiments personnels comme on peut l'entendre au moment du romantisme. Et puis le nom de son personnage, celui qui fait le fil conducteur finalement des Chants de Maldoror, on voit qu'il est d'emblée marqué par le mal. Hein, c'est les trois premières lettres de son nom. Il est probable que derrière la voix de Maldoror, il faille entendre la voix de Lautréamont. Donc à présent, je vais vous lire le texte, pas en entier parce que sinon ça serait trop long, mais je vous lis la première partie. Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, serait capable, par un pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi, faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône, et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue, afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme à un héros, et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la providence, et le marbre se referme à jamais sur cette existence laborieusement remplie qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Alors, dans ce texte, on voit nettement se distinguer deux mouvements. Le premier mouvement correspond au premier paragraphe et nous montre finalement la biographie du Pou. On part du moment où il s'accroche aux cheveux jusqu'au moment où il est, entre guillemets, enterré. Et le deuxième mouvement correspond à une adresse aux hommes, une adresse très provocatrice puisqu'il s'agirait de considérer la descendance du Pou comme un bienfait pour les hommes qui seraient extrêmement malheureux de cette disparition du Pou initial. Donc on le voit ici, on est dans un texte très provocateur et ça nous amène à nous demander comment Lautréamont, à travers le langage poétique, réussit à faire du Pou un emblème, un symbole de la provocation. Donc je vais commencer maintenant la lecture, l'analyse linéaire, en commençant par le premier mouvement donc, qui nous raconte l'existence du Pou. Effectivement, cette existence est posée dès le début du texte, puisque le texte commence par un présentatif, il existe, et on voit que cet insecte dont il va être question est d'emblée un insecte très mystérieux, puisqu'il n'est pas désigné par le nom le Pou, au contraire, il est désigné par un insecte à la ligne 1, il est désigné par celui-ci à la ligne 2, et très régulièrement désigné par le lui, le qui sont des pronoms objets.
Alors cet insecte, les hommes n'ont n'ont aucune raison, entre guillemets, de le nourrir. Cependant, le mais à la ligne 1 montre bien une opposition entre le verbe devoir et le verbe craindre. Donc, les hommes ne doivent rien, et c'est bien mis en exergue par la tournure négative de la phrase. Et ensuite, on a le mais, conjonction de coordination, qui montre l'opposition et qui insiste au contraire cette fois sur le fait que le pouls instaure une atmosphère de terreur. À la ligne 2, on peut repérer une référence à la religion catholique avec la mise en parallèle du vin et du sang qui font référence à la métamorphose du vin en sang du Christ dans l'Évangile. Et donc on voit quelque part ici déjà une moquerie vis-à-vis de la religion, moquerie qu'on retrouvera à la fin de ce mouvement. Donc notre pouls est d'emblée donc craint et semble avoir un caractère magique, à la fois parce que à la ligne 3, il est question de son pouvoir occulte, occulte signifiant magie, et on peut voir ici une référence directe à notre parcours associé puisqu'il est question de métamorphose, d'alchimie poétique. En l'occurrence, notre pouls devient exagérément gros. Il est comparé à ce moment-là à un éléphant, donc un animal énorme et donc très puissant, alors que les hommes, eux, sont comparés à des épis, c'est-à-dire à des petites choses négligeables que le pouls balayerait comme ça d'un revers de la main. Cette crainte et ce pouvoir magique du pouls fait que ce pouls va être considéré comme un dieu. C'est pourquoi on a le terme de vénération. Ce terme de vénération est suivi par l'adjectif canine qui montre bien que le pouls, l'homme est un serviteur en quelque sorte du pouls, comme un chien peut être le serviteur de son maître. C'est évidemment une manière de mépriser les hommes, de les dévaloriser. Ce pouls est ensuite comparé à un roi, puisqu'il est question du terme de trône et du terme également de dignité, qui entre en dissonance avec le fait qu'il accroche ses griffes à la racine des cheveux, ce qui n'est pas, s'accrocher à quelque chose n'est pas forcément une attitude digne, mais ici, donc, on a à nouveau une dissonance, une ironie entre le fait qu'il s'accroche avec ses griffes et le fait qu'il serait digne. On a ensuite une référence à un peuple ancien qui tue les vieillards pour ne pas leur faire sentir les souffrances inhérentes à la vieillesse. Ce peuple, c'est le peuple des Massagètes, un peuple de l'Antiquité qui est connu pour avoir effectivement mettre à mort ses aînés et les dévorer d'ailleurs. En l'occurrence, cette mise à mort se poursuit par une mise en scène des funérailles, une mise en scène de l'enterrement. Cette fois, le pouls est comparé à un héros, donc on voit bien qu'il y a une métamorphose progressive du pouls. La mort est à ce moment-là décrite à la fois comme quelque chose de... Enfin, l'enterrement est désigné comme à la fois quelque chose de ridicule et en même temps quelque chose de très très prosaïque. C'est-à-dire que ça s'inscrit vraiment dans des détails très concrets de la mort. Donc pour justifier cette analyse, on peut voir les termes de la bière, le couvercle de la tombe, la pelle, la terre humide, le marbre, le cadavre, le cimetière, qui insistent sur le côté très concret de la mort. Et à côté de ça, on a toute une espèce des fioritures de la religion qui insisterait sur des belles idées, de hautes idées, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité concrète de la mort. Donc on a une moquerie vis-à-vis de la religion lorsque Lautréamont va insister sur les phrases
les paroles dites par le prêtre, et il insiste sur ces paroles en faisant un parallélisme de construction et une répétition sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la providence. Tout ceci étant caractérisé de paroles multicolores, c'est-à-dire on voit bien des belles paroles, mais qui n'ont finalement que peu de sens. On aborde maintenant le deuxième mouvement, donc, qui est une consolation très ironique, évidemment, pour les humains. On a d'emblée l'apostrophe humain, qui désigne donc le lecteur, et un verbe à l'impératif, consolez-vous, qui donne un ordre à ces humains. Bien évidemment, quand Lautréamont dit ensuite que la perte du pouls, serait douloureuse, c'est évidemment ironique, c'est une antiphrase. On l'a également un petit peu plus loin avec libéralement gratifié et pour que votre désespoir fût moins amer et comme adouci. Donc on voit bien ici une moquerie de l'antiphrase de la part de Lautréamont, puisque évidemment les humains ne peuvent pas être consolés par une multiplication des poux de cette mort du pouls initial. Alors ces bébés poux, puisqu'on peut les nommer ainsi, sont caractérisés par le groupe nominal avorton hargneux, qui montre bien à la fois leur laideur physique et en même temps leur laideur morale, puisque la hargne c'est la cruauté, la violence, la méchanceté, et on a une antithèse avec ce qui précède immédiatement la présence agréable. Les poux sont ensuite caractérisés des adjectifs magnifiques ou du groupe nominal beauté remarquable, qui là encore sont antiphrastiques et donc ironiques. Par ailleurs, on a à la suite de cette phrase les monstres à allure de sage. Comment peut-on dire des poux qu'ils ont une beauté remarquable si à la fois ils sont aussi des monstres ? Le terme de sage renvoie à ce qui va être l'évolution du poux, donc les adolescents philosophes. Et on a ici, de la même manière qu'on avait une moquerie vis-à-vis de la religion, on a ici une moquerie vis-à-vis des savants. Ce poux initial est personnifié et identifié à une mère, tout en étant bien ramené à sa condition animale, avec le verbe couver et la répétition du terme « e » d'un côté, mais de l'autre, on a donc cette personnification avec l'adjectif chéri, l'aile maternelle également. Enfin, les poux sont envisagés dans leur développement, donc on l'a dit, les adolescents philosophes qui grandissent, et à la fin, le poux est en quelque sorte se métamorphose en figure de vampire, avec les griffes, les suçoirs, et des sonorités qui sont désagréables à l'oreille. Ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir avec leurs griffes et leurs suçoirs. On voit bien ici qu'on a des allitérations de sonorités désagréables. Alors pour conclure, donc, on a pu montrer que ce texte de Lautréamont est à la fois étrange, parce que faire du poux un objet poétique est assez bizarre, et un texte qui est très provocateur, fondé sur l'ironie, sur les antiphrases, sur les paradoxes, et toutes ces figures qui font finalement mettre en valeur l'aspect provocateur de Lautréamont. Voilà, donc si j'étais le jour de l'oral, je parlerais également de la question grammaire après mon oral. Je pourrais par exemple, imaginons que on vous donne comme question de grammaire, si on ne satisfaisait pas à ses besoins légitimes, on peut vous demander d'identifier dans cette... si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, serait capable par un pouvoir occulte de devenir aussi gros qu'un éléphant. On pourrait vous demander dans cette phrase de relever la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, en l'occurrence si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, et de donner sa fonction. Ici, elle est complément circonstanciel d'hypothèse puisqu'elle est introduite par si. Par ailleurs, dans la proposition principale, on a l'emploi de serait, le conditionnel.
Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai été certes un petit peu longue, mais j'avais tellement de choses à dire sur le poème que j'ai pas pu m'en empêcher. À la suite de ce travail oral, eh bien, vous auriez donc à présenter en 2-3 minutes l'œuvre que vous avez choisie parmi les 8 étudiées cette année. Et donc 2-3 minutes de présentation avec justification de votre choix. Et ensuite, il y aurait un entretien avec l'examinateur qui durerait environ 5 minutes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à demain. Au revoir.